Bonjour. Alors, il y a longtemps que je voulais faire une petite vidéo sur la relativité restreinte. Comme on est en plein confinement, on va pouvoir se lancer dans une espèce d'explication. En fait, cette vidéo, c'est surtout pour vérifier que la relativité restreinte est possible. C'est-à-dire que la relativité restreinte nous dit des choses qui paraissent complètement folles. Donc cette vidéo, c'est juste pour vérifier que c'est faisable, qu'il n'y a pas de contradiction. Maintenant, peut-être que plus tard, on en fera une pour parler de comment on en est arrivé là. Mais pour le moment, ce que je voulais, c'était juste vérifier qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que la relativité restreinte nous dit. Bon, alors ça commence ici. Bon, on va démarrer d'ici. On va supposer qu'on a deux vaisseaux spatiaux rigoureusement identiques, de la même longueur L. On va supposer que ces deux vaisseaux sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Alors ils peuvent aller à des milliers de kilomètres/heure par rapport à une planète ou par rapport à un autre objet fixe ou même pas fixe. Mais ce qui est important, c'est que la vitesse relative est égale à 0 entre les deux. Chacun voit la vitesse de l'autre égale à 0. Le petit bonhomme qui est là voit donc le vaisseau rouge de la même longueur que le sien, ce qui est tout à fait normal. Le petit bonhomme en rouge voit ce vaisseau-là de la même longueur que le sien. Ils voient tous les deux leurs horloges avancer à la même vitesse. Ils sont tous les deux dans le même repère, en fait. Ils vont tous les deux à la même vitesse, ils sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Jusqu'à là, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, alors, quand il n'y avait pas de vitesse relative, tout était normal. Tout le monde voyait les longueurs et les horloges de l'autre aller à la même vitesse. C'est normal parce qu'on n'a jamais vu deux personnes immobiles dans la même pièce constater voir des longueurs différentes et des temps différents sur leur montre et des longueurs différentes sur leurs objets. Mais là où ça se corse, c'est quand il y a une vitesse relative entre les deux vaisseaux spatiaux. Donc on va supposer que la vitesse relative est suffisamment grande pour qu'on ait un facteur gamma de 2. Gamma, c'est le facteur de contraction des distances et de dilatation des temps de Lorentz. Donc qu'est-ce qui se passe quand la vitesse est suffisamment grande pour que gamma égale 2 ? Et c'est tout à fait faisable. Gamma égale 2, ça correspond à 0,87 fois la vitesse de la lumière. Que va-t-il se passer ? Là, j'ai dessiné un petit bonhomme. Ça veut dire qu'on se place dans le vaisseau R, bleu. Que va observer l'observateur ici ? Dans le vaisseau R. Il va observer que la longueur du vaisseau R' est divisée par 2. S'il le mesure, il s'aperçoit que c'est divisé par 2. Et il va s'apercevoir aussi que l'horloge du vaisseau R' avance 2 fois moins vite que la sienne. C'est-à-dire que s'il y a eu 4 heures entre le début du croisement des deux vaisseaux, donc c'est des vaisseaux très très longs, et ben là il y a eu que 2 heures. Ça paraît déjà assez bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que, évidemment, c'est relatif. C'est que si maintenant on se place dans le vaisseau R', on imagine qu'on est le petit bonhomme du vaisseau R', eh ben c'est exactement pareil. L'observateur du vaisseau R', s'il mesure le vaisseau R, il va s'apercevoir qu'il est 2 fois plus court, que sa longueur est divisée par 2. Et il va s'apercevoir aussi que l'horloge du vaisseau R va 2 fois moins vite. Ça paraît complètement délirant, et ça paraît presque impossible. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de montrer qu'il n'y a aucune contradiction, que c'est parfaitement possible. Alors il y a une remarque qu'il faut faire, c'est que comment fait-on pour mesurer des longueurs et des temps pour des objets en mouvement ? Alors il y a une idée qu'il faut tout de suite abandonner, c'est l'idée que on va se mettre dans le vaisseau R. Il faut tout de suite abandonner l'idée que le petit bonhomme, là, il va prendre une règle, et il va courir très très vite, et il va mesurer le vaisseau R'. Et il va regarder sa montre en même temps, et il va regarder l'horloge du vaisseau R'. Si le petit bonhomme qui est ici fait ça, il ne fait plus partie du repère R. Il se déplace dans le repère R à la même vitesse que le repère R'. Et s'il se déplace à la même vitesse que le repère R', évidemment, il va mesurer la bonne longueur, la longueur propre du vaisseau, puisqu'il se déplace à la même vitesse,
il va mesurer la longueur L, et le temps sera conforme à son horloge à lui. Donc, il faut tout de suite abandonner l'idée qu'on va pouvoir se déplacer dans le vaisseau pour faire des mesures sur le vaisseau qui se déplace par rapport au nôtre. Il va falloir en fait mettre des observateurs partout, tout le long du vaisseau, munis d'horloges, et chacun va faire une mesure sur la longueur de l'autre vaisseau et le temps de l'autre vaisseau, mais sans bouger. S'il bouge, il ne fait plus partie du repère R. Donc évidemment, ça nous amène à la question suivante. Comment fait-on pour mesurer des longueurs et des temps sur des objets en mouvement? Bon alors, supposons qu'on se trouve dans la situation suivante. On se situe dans le repère qui est en vert, ici, là où il y a le petit bonhomme, le long d'une voie ferrée ou d'une route, et devant nous, il passe un véhicule, un camion, une voiture, un avion, avec une horloge visible de la route. On soupçonne que la relativité fait que cette horloge va moins vite que notre horloge à nous. Comment on fait pour le vérifier? Sachant que si on se met à courir pour suivre le véhicule qui est là, on change de repère. On n'est plus dans notre repère qui est en vert ici, mais on se solidarise du repère qui est en noir. Si on en est solidaire, on est immobile par rapport à l'horloge qui est dedans. Si on est immobile par rapport à l'horloge, on ne verra pas de différence d'écoulement du temps et de différence de longueur non plus. Donc la seule solution qu'on a, c'est d'avoir une horloge ici, qui va faire une première mesure à ce moment-là. Donc là, admettons que tout à fait par hasard, les deux horloges indiquent une heure quand cette horloge-là est en face du bonhomme ici. Et ben on va être obligé de mettre une deuxième horloge ici pour mesurer le temps qu'on va voir quand le véhicule va arriver là. Mais ça nous amène encore à un autre problème, c'est que nos deux horloges, celle qui va être ici et celle qui va être là, doivent être synchronisées. Comment fait-on pour synchroniser des horloges correctement, c'est-à-dire avec vraiment un décalage de 0? Bon, c'est relativement simple à faire, mais quand même, il faut expliquer comment on fait. Donc, comment fait-on pour synchroniser des horloges? Bah, c'est relativement facile. Il y a plusieurs moyens. En voilà un. On prend 4 horloges, H1, H2, H3, H4. Elles sont toutes séparées de la même longueur. On peut en mettre autant qu'on veut des horloges. Elles sont toutes séparées de la même longueur. Donc là, l'horloge H1, elle est réglée à 0 pour le moment. Mais elle avance pas, elle n'est pas déclenchée. Elle est juste, elle est sur 0. Celle-ci, il n'y en a aucune qui est déclenchée, elles sont toutes immobiles. Celle-ci, elle est réglée à un temps égal à la distance divisée par la vitesse de la lumière. Celle-ci, un temps 2 fois plus long parce qu'il y a 2 fois la distance. Et celle-ci, un temps 3 fois plus long parce qu'il y a 3 fois la distance. À un moment, qu'on va appeler t égale 0, puisque de toute façon, celle-ci est à 0, celle-ci va envoyer un top par radio, puisque c'est le système le plus rapide qu'on connaisse. Au bout d'un temps, L sur C, le top va déclencher cette horloge-là, elle va démarrer à L sur C. Mais celle-ci aussi sera à L sur C, à ce moment-là, puisque la lumière aura mis un temps L sur C à arriver à celle-ci. Au moment où on sera au temps 2L sur C ici, le top arrivera ici. Donc pile, quand celle-ci indiquera 2L sur C, celle-ci va démarrer au temps qu'on avait réglé avant, 2L sur C. Pareil pour la troisième. Au bout d'un temps égal à 3L sur C, celle-ci va démarrer et celle-ci sera à 3L sur C. On aura donc des horloges parfaitement synchronisées entre elles. Par contre, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'il n'y a aucune relation de cause à effet. Aucune ne peut agir sur l'autre instantanément. Elles sont synchronisées, mais c'est un peu artificiel comme système. Mais une personne qui serait très très loin et qui regarderait ce repère-là de très loin au téléobjectif ou avec un télescope, verrait les horloges parfaitement synchronisées. Voilà un moyen de faire ça. Bon, j'ai oublié de dire que à t égale 0, cette horloge H1 envoie un top radio et évidemment elle se déclenche au même moment. Sinon, elle reste à 0 tout le temps et l'explication ne marche plus. Donc, elle se déclenche. Une fois que le temps L sur C s'est écoulé, le top arrive à H2 qu'on a justement réglé à l'avance à L sur C. Donc, elle se déclenche, etc., etc. Bon, maintenant pour les longueurs, on va imaginer que on a construit tout un réseau d'horloges synchronisées. On en a vraiment presque une infinité d'horloges synchronisées, puisque j'avais dit tout à l'heure, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc là, on en a mis vraiment un paquet. Il y en a partout.
Imaginons qu'il y a un objet qui se déplace, par exemple un train, un genre de train volant là qui passe, et à t égale 2 dans ce repère-là, c'est-à-dire que quand une horloge est à 2 ici, elles sont toutes à 2. Dans le repère vert, à t égale 2, la personne qui est là dit « Ah, je suis exactement en face de l'arrière du train. » Qui parmi vous, à t égale 2, est en face de l'avant du train? Eh ben, il y a celui qui est là, va dire « C'est moi, c'est moi. » À t égale 2, je suis exactement à l'avant du train, en face de l'avant du train. Eh ben, pour connaître la longueur du train en mouvement, parce qu'évidemment il se déplace, hein, eh ben, il suffit de mesurer la longueur entre les deux observateurs, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On aura la longueur du train en mouvement mesurée dans le repère immobile. Tout ça grâce à notre réseau d'horloges qu'on a déjà construit. Voilà. C'est pas très compliqué non plus. Bon, récapitulons. On a construit un repère qui s'étend à l'infini dans l'espace, avec des observateurs partout et des horloges partout. Ces horloges sont parfaitement synchronisées entre elles. Maintenant, il y a une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on parle de relativité, c'est que l'observateur, c'est le repère lui-même. En effet, un observateur isolé ne peut observer que ce qui est exactement en face de lui, à la même position spatiale que lui. Il ne peut faire des mesures que sur ce qui est spatialement au même endroit que lui. Donc cet observateur-là, par exemple, ne pourra pas faire des mesures sur une horloge qui se situerait ici, par exemple, appartenant à un autre repère qui se déplace, ni ici. Celui-là ne pourra faire des observations que sur une horloge qui sera ici. De plus, un observateur pourra relever la valeur d'une horloge qui passe exactement en face de lui. Par contre, un observateur tout seul ne pourra pas mesurer une distance. Pour mesurer une distance, on a vu tout à l'heure qu'il fallait au minimum 2 observateurs. Ce qu'on peut appeler observateur, ce n'est pas un observateur, ou même celui qui est dans le vaisseau spatial. L'observateur, c'est l'ensemble du repère. Il a des yeux partout, il a aussi des oreilles partout, mais dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son, et donc elles ne lui servent à rien. Bon, alors je reviendrai là-dessus, mais je voudrais quand même commencer d'expliquer un peu pourquoi un observateur tout seul ne peut pas faire des observations relativistes sur un objet mobile s'il le suit depuis une certaine distance, dans un sens ou dans l'autre. Déjà pour les longueurs, on a bien vu que si un observateur tout seul veut mesurer la longueur d'un objet mobile, comme il est tout seul, il est obligé de se lier au repère de l'objet mobile. À ce moment-là, il va mesurer la longueur propre de l'objet mobile, qui sera plus longue que la mesure qu'on aurait mesurée si on était resté dans le repère fixe. Donc on aurait raté notre essai de mesurer un effet relativiste. Maintenant, pour les temps, vous connaissez par exemple l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est par exemple une ambulance. Quand une ambulance qui fait pimpon arrive dans ce sens-là, la personne qui est là va entendre un son plus aigu quand l'ambulance va s'en rapprocher, et un son plus grave quand l'ambulance va s'éloigner. C'est exactement pareil avec la lumière. Si une source de lumière émet des tops lumineux espacés d'1 seconde, par exemple, et qu'elle avance très vite dans cette direction-là, l'effet Doppler existe aussi avec la lumière. Dans le cadre de la relativité, ce sera un effet Doppler relativiste, mais il existe quand même. Et en fait, cet observateur qui regarde une source lumineuse émettre des tops qui se dirigent vers lui, il va non pas voir... Alors évidemment, ces tops peuvent être considérés comme une horloge, s'ils sont émis à des intervalles de temps parfaitement réguliers. Donc cet observateur ne va pas voir l'effet relativiste de ralentissement du temps. Pourquoi ? À cause de l'effet Doppler. La source lumineuse va se rapprocher à grande vitesse de l'observateur, ce qui fait qu'entre chaque top, elle aura parcouru une certaine distance, et à chaque fois, la lumière aura moins de distance à parcourir pour arriver à l'observateur, ce qui fait que les tops vont être plus rapprochés. Alors que si on l'observe avec toute la grille d'observateurs du repère fixe, et qu'on l'observe de la façon que Einstein avait prévu, et de la façon dont Einstein voulait que ce soit fait, c'est-à-dire que l'horloge arrive devant cet observateur-là, c'est cet observateur-là qui note l'heure de l'horloge, et pas celui-là ni celui-là. Quand l'horloge est là, c'est cet observateur-là qui note, et quand l'horloge est là, etc. Les observateurs ne peuvent noter
ne peuvent observer que quand l'horloge ou l'objet à observer est exactement au même endroit qu'eux spatialement. Donc des repères comme ça, on va en fabriquer un deuxième, que voici, exactement identique au premier, avec des observateurs partout, des horloges partout, parfaitement synchronisées, et on va le lancer avec une vitesse suffisamment grande pour que gamma soit égal à 2, en sens inverse de celui-là. Et on va regarder ce qui se passe. Alors quand je dis qu'on veut que gamma égale 2, évidemment on va être obligé de faire quelques petits calculs, mais je vous rassure tout de suite pour ceux qui sont allergiques aux calculs, il suffit juste de se rappeler du chiffre 2. Donc il n'y a rien de bien compliqué, et de savoir faire une division par 2, ou une multiplication par 2. La relativité restreinte, une fois qu'on a calculé le gamma, le reste c'est juste des multiplications et des divisions par le gamma. Et comme on a choisi gamma égale 2, ce sera des multiplications et des divisions par 2. Donc gamma égale 2, gamma il est égal à 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. V étant la vitesse relative des deux repères. On voit tout de suite que si V est tout petit devant C, si V est très inférieur à C, ce terme-là devient 0. 1 moins 0, ça fait 0. Racine de 1 moins 0, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Si V est très petit devant C, gamma égale 1. Si V égale C, par contre, si V égale C, ça nous fait C2 sur C2, ce qui fait 1. 1 moins 1 égale 0, racine de 0 égale 0, 1 sur 0, c'est l'infini. Donc si V égale C, gamma devient infini. Ce qui veut dire un truc, c'est que en choisissant bien notre vitesse, on peut contracter des longueurs jusqu'à pratiquement 0. Enfin, 0 sans jamais arriver exactement à 0, parce que ça voudrait dire qu'on a atteint la vitesse de la lumière. Mais si on se contente de la vitesse de la lumière moins epsilon, on peut contracter les longueurs du facteur que l'on veut. Et contracter les temps aussi, dilater les temps de la valeur qu'on veut. Et ça, c'est quand même très important. Donc là, j'ai fait quelques petites valeurs de gamma. Si on veut que gamma soit égal à 1 plus 1 millième, 1,001, il faut que la vitesse soit égale à 13 406 km par seconde, ce qui correspond à 0,045 fois c, la vitesse de la lumière. Ce qui nous fait le point en vert sur la courbe ici. Donc 1 millième de cette distance-là, c'est pratiquement invisible. Si on veut que gamma soit égal à 1,01, c'est-à-dire à 1 plus 1 centième, il faut que la vitesse soit égale à 42 111 km/s, c'est-à-dire 0,14 fois la vitesse de la lumière. Ce qui nous fait le point en noir sur la courbe ici. Et c'est pareil, 1 centième de 1, la distance là, ça se verra pas, la courbe sera pratiquement horizontale. Si on veut que gamma soit égal à 1 plus 1 dixième, 1,1, il faut que V soit égal à 125 000 km par seconde, c'est-à-dire 0,42 fois la vitesse de la lumière, ce qui nous donne le point en rouge sur la courbe ici. Et c'est presque pareil, un dixième, ça se voit encore pratiquement pas. Donc dans des vitesses très faibles, enfin très faibles, on les a jamais atteintes, mais elles sont quand même très faibles par rapport à la vitesse de la lumière, gamma est pratiquement égal à 1 jusque-là. Enfin, si on veut que gamma soit égal à 2, il faudra que la vitesse soit de 261 000 km par seconde, c'est-à-dire 0,87 fois la vitesse de la lumière, ce qui nous donne le point bleu sur la courbe, ici. Alors on voit en gros la forme que va avoir gamma. Au début c'est horizontal, et quand on atteint, pour qu'il atteigne le chiffre 2, déjà, il faut aller presque à la vitesse de la lumière. À 0,87 fois, c'est à 0,09 fois la vitesse de la lumière. Et au fur et à mesure que la vitesse continue d'augmenter, alors là, le gamma, il commence à augmenter beaucoup plus vite. Puisque de toute façon, il n'atteindra jamais, on ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Plus on s'en rapproche, plus gamma tend vers l'infini.
Alors il y a un truc qu'il faut voir, c'est que, bon évidemment on n'a pas l'énergie suffisante pour aller à des vitesses comme ça, mais imaginons qu'on a une source d'énergie comme ça. Ça veut dire que on peut choisir le gamma qu'on veut. Si on veut par exemple contracter les longueurs de 100, eh ben, il va falloir aller au-dessus de ça, mais il va falloir aller chercher le chiffre 100 par là, aller à la vitesse correspondante, et on aura contracté les longueurs de 100. C'est quand même quelque chose d'important de se rendre compte que on peut pas le faire pour le moment, mais peut-être que dans l'avenir, on pourra contracter les temps et les longueurs de la valeur qu'on veut. C'est quand même important. Voilà. Donc oui, ça c'est juste que j'ai transformé cette équation-là en la résolvant par rapport à V. Comme ça, si on choisit notre gamma et on trouve V, c'est comme ça que j'ai trouvé les valeurs. Voilà, c'est tout.